Nous sommes de retour aux amateurs de sport. Il est 19h04. Merci d'être là. La prochaine demi-heure, on est bien gâtés parce qu'on a la chance de s'entretenir avec notre expert sport business, nul autre que Ray Lalonde. Salut Ray. Salut Derek. Alors Ray, lorsque tu m'as envoyé des sujets, premièrement, c'est toujours intéressant. J'espère qu'on a la chance de vraiment pouvoir plonger dans tout ce que tu as envoyé, mais tu voulais absolument revenir sur la Coupe du Monde. C'est terminé dimanche. Et essayer de nous expliquer en chiffres. Bon, ben ça a-tu été un événement... C'est un bilan qui est positif, j'imagine. Là. C'est un bilan qui est extrêmement positif. Mais la raison pourquoi je voulais en parler, Derek, c'est que en 2026, on va l'accueillir, la Coupe du Monde. Donc, on a encore Qatar en 2022. Je te rappellerai qu'à Qatar, en 2022, l'événement va avoir lieu au mois de novembre-décembre. Alors, c'est très unique dans le cas de la Coupe du Monde. C'est parce que les chaleurs d'été au Qatar n'avaient peut-être pas été aussi clairement envisagées au moment où ils ont octroyé la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, on va faire la Coupe du Monde fin novembre, début décembre 2022. Mais en 2026, cependant, ça revient au Canada et aux États-Unis et au Mexique. Et donc, on va le voir de près. Cet événement-là qu'on a vu en Russie, moi, j'en ai vu une Coupe du Monde en 98, sur place, en France. J'habitais en France à l'époque avec la NBA, et puis la France a d'ailleurs gagné. J'ai vu des matchs, j'ai vu les cérémonies sur les Champs-Élysées par la suite. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire comme expérience de vie. Et là, la nouvelle génération de Français va pouvoir le vivre maintenant. Mais ça a été un succès à tous les niveaux en Russie. C'est la deuxième fois consécutive que je vois un événement. J'étais aux Jeux de Sochi en 2014. Ça a été un succès organisationnel aussi. Les Russes sont des gens très fiers. Puis oublions Poutine pour le moment et focusons-nous sur la fierté de la communauté russe qui aime recevoir et accueillir le monde et qui veut livrer des événements à succès. Alors, budget quand même très coûteux. 9 milliards d'euros comme coût d'événement. Mais le profit réalisé par la FIFA va rouler autour de 4 milliards d'euros. Wow. Et ce profit-là, évidemment, sert à être redistribué aux pays participants, aux pays du monde entier qui jouent au soccer, c'est-à-dire les fédérations nationales de soccer dans le monde entier. La FIFA, c'est un peu comme le CIO, c'est une organisation un petit peu secrète, mais excessivement riche, qui a beaucoup d'argent et beaucoup de gens, au-delà de ça, qui se mettent les mains dans cet argent-là. Mais un succès à tous les niveaux. Tu avais une moyenne de 47 000 spectateurs par match. Tu as eu 3 millions de spectateurs au total des matchs. Il y a eu des matchs extraordinaires, beaucoup de buts marqués. Il y a eu des prolongations. Il y a eu des tirs de pénalité. Il y en a eu pour tous les goûts. Et à la télé, Derek, dimanche, plus d'1 milliard de spectateurs ont vu le match. Incroyable. 1 milliard de personnes à la fois pour un événement sportif, on peut même pas se l'imaginer. C'est 1/8 de la population de la Terre, sachant très bien que beaucoup de gens qui n'ont pas accès à de l'électronique et à des téléviseurs. Est-ce que tu sais si c'est un record, ça? Je te pose la question parce que je pense qu'il y a 4 ans, la finale avait pointé à 800 millions, 900 millions. 1 milliard, c'est... Ouais, wow. Brésil, en 2014, Argentine versus l'Allemagne, effectivement, c'était au bord du milliard. Cette fois-ci, ça a dépassé le milliard. Au total, c'est 3,4 milliards de personnes qui ont vu un peu d'un match pendant les 4 semaines du tournoi. Les chiffres sont toujours très difficiles à cibler correctement et à préciser, à savoir si c'est un record ou non. Mais dans quelques semaines, je pense que la FIFA va avoir calculé tout ça et nous dira si c'est une full record qui a assisté à... Arcadio Marcusi, comme tu sais, était sur place et mentionnait en termes de l'organisation le système de train qui transportait. Parce que tu pouvais, comme partisan, passer d'une ville à l'autre pour aller voir les matchs. Je pense qu'il avait même mentionné que si tu avais un billet, c'est gratuit. Tu peux te promener en train gratuitement. C'était génial. Là. Effectivement. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, les Russes ont une énorme saveur et un engouement important pour l'hospitalité, d'accueillir. Wow. Donc, le système ferroviaire, à Sochi, ça avait été organisé de la même façon. Tout était en fonction de pouvoir assister aux Jeux. Ils investissent énormément à ce niveau-là. C'est un pays sportif avec la même mentalité qu'on a ici. Donc, un succès à tous les niveaux, la Coupe du Monde, parfait. Bon, tu voulais me parler du transfert de Cristiano Ronaldo. Transfert en chiffres, ce transfert en dollars, est-ce que ça va être rentable? Comment ça va fonctionner? Bon. Là? Ils vont être capables de rembourser ça, j'imagine. Oui, puis je te dirais que pas mal de leur investissement est déjà remboursé.
après une semaine. Okay. Dans le sens, écoute, Derek, c'est quand même phénoménal. Ronaldo, on est d'accord que lui et Messi sont les deux meilleurs joueurs de soccer au monde. Peut-être Ronaldo, peut-être un petit peu plus populaire. Je te rappelle que ses connexions, ses abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux totalisent 287 millions dans l'ensemble de l'œuvre. Ça a une valeur, ça. Elle a une valeur énorme, financière pour lui, commerciale pour lui, mais il est la personnalité sportive de la planète la plus influente. Influente veut dire que quand lui dit quelque chose ou bouge, les gens réagissent. Depuis son arrivée, il y a 10 jours avec Juventus, un club très célèbre à Turin, pas Real Madrid, mais c'est là que les grands joueurs, souvent en Italie, se retrouvent dans, pas la dernière phase de leur carrière, Derek, mais la deuxième phase. Oui. Alors, pas aussi bonne ligue que la Premier League ou que la Liga en Espagne, mais très près derrière ça. Alors, en 24 heures, lors de sa signature, ils ont vendu pour 60 millions de dollars de chandail de Ronaldo dans l'uniforme de la Juve. Non, je veux juste te mettre dans le contexte. Au Centre Bell, si on avait 10 millions de ventes de chandail des Canadiens au cours d'une année, c'était un succès. Oui. Ça, c'est 60 millions d'un seul joueur dans une journée. Oui. Alors, non, mais c'est quoi la joke? Change le numéro 7. Annonce que tu ne porteras pas le 7. Ouais. L'an prochain, vas-y avec le 8. non, mais c'est inestimable, ces chiffres-là. L'autre chose, c'est que la valeur du marché boursier pour les actions de la Juve ont augmenté de 40 % en 2 semaines depuis qu'il s'est joint à l'équipe. Alors, Derek, l'investissement là, du 140 millions de transferts qu'ils ont payé à Madrid et le salaire de 60 à 70 millions qu'ils vont payer à Ronaldo, ça, honnêtement, c'est de la poussière comparé à ce qu'ils vont recevoir dans le retour de leur investissement dans un gars comme Ronaldo. Parce que ça n'a même pas encore commencé. Ils vont faire une tournée américaine cet été sans Ronaldo, mais l'appétit et l'attente de voir Ronaldo dans l'uniforme et ce qu'il va faire en Italie pour le foot, pour le soccer, c'est inestimable. Donc, que ce soit 200, 300, 400 millions d'euros pour totalisant le package total. Bon investissement. Oui. C'est le genre d'investissement qui fait en sorte que les franchises de sport valent si cher, puis on va en parler tout à l'heure. Hier, quand même un séisme dans le monde de la NBA. L'échange de DeMar DeRozan, Kawhi Leonard. T'as un joueur qui c'est iconique, la franchise de Toronto. DeMar DeRozan, il voulait jouer à Toronto. Il adorait Toronto. Il a fait 9 saisons là où il a très bien représenté cette équipe. Je pense pas qu'il cherchait à être échangé. Pas du tout. Et là, tu as le congédiement d'entraîneur-chef. Qu'est-ce qui se passe à Toronto? Sur l'aspect business, c'est un deal très risqué pour les Raptors. Parce que Kawhi Leonard a déjà avoué à tous et chacun que son souhait le plus cher l'an prochain, en 2019, lorsqu'il sera agent libre, c'est de joindre aux Lakers. Alors finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il lui reste une saison. Les Spurs savaient qu'ils allaient le perdre. Ils ont pris le risque de l'offrir à la plus grande enchère. Les Raptors se disent plutôt, Derek, voici la fenêtre d'opportunité pour nous. On était proche dans l'Est, mais on n'arrête pas de perdre contre LeBron James et les Cavs. Là, LeBron James n'est plus là. Il reste 2 équipes de haut niveau, les Celtics et les Sixers. Sixers, équipe très jeune, Celtics déjà établie. Mais les Raptors sont déjà très près. Ils ont gagné 59 matchs l'an dernier. Et Kawhi Leonard, je suis obligé d'avouer qu'il est supérieur à DeMar DeRozan. Pas un peu. Non, mais il faut qu'il joue. Il a joué 9 matchs l'an passé. Oui, mais il était blessé. Mais quand il est à son meilleur, moi, je le qualifie de 2e meilleur joueur de la NBA derrière LeBron James. 2e, okay. Parce que défensivement, c'est le meilleur, le plus dominant, et il marque quand même 25-26 points par match. Les Raptors ont peut-être acquis le joueur qui va leur permettre de traverser la dernière frontière, aller en finale NBA, et qui sait si, avec Leonard, il pourrait peut-être supplanter les Warriors. Je ne veux pas envoyer de fausses attentes, mais ils se sont élevés au rang des grands clubs d'un seul coup. La question, vont-ils pouvoir le convaincre de revenir et de signer une entente à long terme avec les Raptors? Sinon, ils auront perdu DeRozan et ils auront eu Danny Green en échange. Il joue un peu il joue son travail, là, mais le DG, le président, Masai Ujiri. Oui. Oui, bien, écoute, il a pris un grand risque, mais Derek, honnêtement, rappelle-toi, tu peux être inerte, pas bouger,
et tu peux passer proche puis être satisfait d'être toujours compétitif. Ouais. Ou ben non, à un moment donné, tu vas dire, on n'a pas les éléments encore en place. Je suis obligé d'admettre que Kyle Lowry et DeMar DeRozan, sur un dossier purement basketball, ne suffisaient pas à la tâche pour gagner le titre. Là, ils viennent de, excuse l'expression, upgrader avec Kawhi Leonard. Mais ils ont pris un risque parce que si jamais lui décide d'aller ailleurs et il ne gagnait pas, mais s'il gagnait, il serait obligé de dire que ça aurait valu le coup pour l'investissement. Je te rappelle que Leonard, en ne re-signant pas avec San Antonio au contrat Supermax qui lui aurait payé plus de 220 millions de dollars, il n'est éligible qu'à un contrat de 4 ans maintenant et il laisse cette année déjà 30 millions de dollars sur la table qu'il ne verra plus. Et s'il change d'équipe l'an prochain, il aura laissé plus de 70 millions de dollars sur la table. De l'argent qui était garanti pour lui en re-signant avec son équipe actuelle. Alors, lui-même sacrifie beaucoup pour changer d'équipe comme ça. Est-ce qu'il a changé son discours un peu? Parce que sur le vif, là, il était pas content. Là. Il a dit, regarde, ça dérange pas, je veux aller aux Lakers l'année prochaine, de toute manière. Est-ce qu'il a changé, là, comme on va essayer de gagner à Toronto, j'ai hâte de venir avec les Raptors? Il a eu la chance de... Non. Puis il faut savoir que Leonard, c'est un joueur excessivement docile, calme, qui ne parle presque jamais aux médias. D'accord. La déception, je pense, c'est de lire les commentaires de DeRozan, qui lui trouve qu'il a été trahi par l'organisation des Raptors, qui lui avait payé quand même 28 millions de dollars l'an dernier. C'est le début d'un contrat. Il reste 3 ans. Ouais. Et là, il s'en va à San Antonio. Il ne devrait pas être déçu, cependant. Parce que Popovich est peut-être le meilleur entraîneur de la NBA. Ouais. Les Spurs, c'est une organisation de première classe. DeRozan, malheureusement, quitte Toronto, mais il se joint pas, tu comprends-tu, aux Bucks de Milwaukee, aux Hawks d'Atlanta. Il s'en va avec les Spurs de San Antonio. Ray reste là parce qu'on va au retour parler de Roger Federer, un des grands athlètes de Nike. Plus un athlète de Nike. Plus maintenant. Plus maintenant. On va parler de ce contrat-là, cette entente-là. Et je veux t'entendre aussi sur les valeurs des franchises professionnelles de sport selon le magazine Forbes. On fait une pause aux amateurs de sport et on revient dans 2 minutes et demie. Les amateurs de tennis, Ray et les amateurs de Roger Federer, moi, j'ai voyais beaucoup avec les casquettes RF, Nike, puis les maillots Nike, puis tout ça. Pendant longtemps, il était associé à la compagnie Nike. Là, il y a eu un coup d'éclat dernièrement, puis il est quand même rendu à 36 ans. Une entente avec Uniqlo, une compagnie japonaise de vêtements de plaisance. Hein? Ouais. C'est pas une compagnie de vêtements de sport. Non. Et une entente pour Roger. 300 millions pour 10 ans. Ça l'amène à 46 ans. T'as-tu été surpris par cette entente-là ou cette nouvelle-là? J'ai été surpris un peu du divorce avec Nike. Parce que, tu sais, ça demeure une relation qui a débuté en 1994. Puis officiellement, Nike le paie avec sur le salaire là, depuis 97. Wow. Donc 21 ans. 21 ans. Ils représentaient le symbole du tennis pour Nike. C'est vrai qu'ils avaient Rafael Nadal également. Mais quand même. Et Uniqlo, c'est une compagnie qui a eu un essai pendant quelques années avec Novak Djokovic. Et lui, il les a quittés. Djokovic est rendu avec Lacoste. Il vient de gagner Wimbledon avec Lacoste. Djokovic, pour le moment, on Kei Nishikori comme athlète de tennis. Évidemment, un athlète japonais, le plus grand joueur de tennis de l'histoire du Japon. Ce que Uniqlo tente de faire, Derek, c'est de rentrer dans le marché américain. De se positionner comme un Under Armour, un compétiteur à Nike dans le marché du vêtement sportif, pas nécessairement haute performance, mais grand public. Mais avec quelques grands athlètes ambassadeurs mondiaux qui rayonnent la marque. Federer, il faut admettre que sa réputation, impeccable. La qualité de son jeu au fil des ans, il y a 20 grands chelems. On n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Toujours un comportement sans pareil. Il représente un symbole de longévité puis de qualité. C'est pour ça que des marques comme Rolex investissent en Roger Federer. Le chocolat Lindt en Suisse. C'est des grandes marques réputées. Là, tu as Uniqlo qui veut se positionner comme ça. La chose qui est encore en litige, c'est le logo. Le RF classique que Nike a créé pour Roger Federer, il appartient à Nike et non à Federer. Et ils sont pas prêts, à mon avis, de laisser partir ce logo-là. Ah, c'est pas... Pas parce qu'ils pourraient l'utiliser ailleurs, mais simplement parce qu'ils se sentent un petit peu froissés, malgré le fait qu'ils n'ont pas voulu égaler l'offre. Là, on parle d'un contrat de 10 ans qui joue au tennis ou qui joue pas, Derek, qui vaut 300 millions. Il était payé jusqu'au mois de mars dernier 10 millions par année par Nike. Ils voulaient pas aller plus loin, eux. Pas parce qu'ils n'auraient pas voulu préserver la relation, simplement parce qu'ils voulaient pas payer plus cher
et un prix égal à celui d'Uniqlo. Donc, le logo de RF, ça va prendre plusieurs mois avant qu'ils s'entendent hors cours, hors public, pour faire le passage de ce logo-là de Nike à Federer, donc à Uniqlo. Ça se peut que ça arrivera jamais aussi. J'en doute, simplement parce que Federer, c'est un bon garçon. Les gens de Nike il n'y a jamais eu de problème. C'est juste qu'il va avoir une réticence et une résistance au début avant de le laisser aller. Écoute, selon ce que tu nous dis, ce que Nike offrait, 10 millions par année, bon, ben, il est allé en chercher 30, là, de Uniqlo. Alors, Uniqlo, eux, la valeur ajoutée, là, c'est 20 millions par année, 200 millions. Ouais. Ils vont-tu payer un autre 200 millions pour aller chercher ce RF-là? Ils vont payer combien, tu penses? Non, moi, je pense que c'est quelque chose qui va se régler dans une dizaine de millions de dollars. Oui, à la fin, tu sais, c'est quand même quelque chose que Nike va faire en gentleman, si on veut, en bon esprit sportif avec Federer, qui était un de leurs ambassadeurs à vie, avec lequel ils seront toujours un peu indirectement associés, Derek. Mais là-dessus, c'est qu'il faut regarder à quel moment Uniqlo réconcilie l'investissement de 300 millions au fil de 10 ans, sachant très bien que, comme tu as dit, Federer a 36, il va avoir 37 en septembre. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'années de tennis actif. Mais par la suite, il demeure une légende qui va faire le tour du monde pour plusieurs de ces marques-là comme ambassadeur. OK. Alors, ils ont fait une proposition très intéressante à Federer. 300 millions pour 10 ans. Explique-moi maintenant pourquoi que les magasins n'étaient pas prêts lorsque Roger Federer est sorti avec son habillement. Pourquoi les magasins n'étaient pas prêts? Pourquoi en ligne, tu peux pas commander le linge? Pourquoi Uniqlo semblait être pris à dépourvu suite à cette annonce-là? Il n'y a pas eu de campagne. Ils n'ont pas eu d'annonce. Lui, il est sorti avec le linge, mais... C'est exactement. Puis tu l'as bien cadré, là. On dirait que l'entente s'est constituée à la dernière minute. Le mois de mars, c'était la date limite du contrat de Nike et Federer. Ils négocient avec eux depuis le mois de mars, mais aussi avec Uniqlo. Et là, Wimbledon arrivait. Rappelle-toi que Federer n'a pas joué la saison du printemps sur terre battue. Oui. Il a repris à Stuttgart début juin, tu comprends-tu? À l'avance de Wimbledon. Alors, il était longtemps inactif. Et là, soudainement, il s'est présenté, mais il y avait eu probablement un petit conflit rapide fin juin à l'approche de Wimbledon. Il s'est présenté sur le terrain avec des vêtements Uniqlo et des souliers Nike. Uniqlo n'est pas dans la business de souliers. Ils sont pas dans la business de souliers. C'est bon. OK. Magazine Forbes, à chaque année, bon, ben, il y a toujours les athlètes qui valent le plus, qui gagnent le plus. Et là, ben, dans les derniers jours, ils ont sorti la fameuse liste des équipes qui valent le plus. Les équipes sportives professionnelles qui ont la plus grande valeur. Et là, toi, tu veux te concentrer sur ce que ça représente, l'effet que ça a sur nous ici au Québec, là, avec ceux qui croient et qui espoirent au retour des Nordiques et au retour des Expos. Ben, la raison pourquoi ce classement-là, cette étude-là est importante, ça permet de positionner et de donner une certaine perspective, un contexte direct sur le monde entier et les franchises sportives. Pour établir de nouveau que c'est un excellent investissement, que l'expansion et la croissance n'est pas terminée, que malgré ce qu'on pense, vis-à-vis le coût d'un billet de hockey, le coût du stationnement et tous les coûts auxiliaires et accessoires à l'expérience sportive, les franchises valent de plus en plus. Malgré ce qu'on pense des coupures sur le câble et le satellite en termes de consommation télé, les ententes continuent d'augmenter. Malgré la réserve de villes et de municipalités de dépenser pour des stades, Derek, les investissements continuent d'augmenter. Et forcément, les valeurs des franchises. Là, tu parles d'équipes qui valent 4,8 milliards. Les Cowboys de Dallas, 3 équipes de soccer, les géants de ce monde. Et depuis récemment, dans le classement du top 10, 3 équipes de la NBA, dont les Warriors, qui sont passées de 450 millions il y a 8 ans à 3,1 milliards cette année.
Les Cowboys, juste pour ceux qui nous écoutent, là, 4,8 milliards sont numéro 1, deuxième année de suite, eux autres qui sont numéro 1, peut-être même plus que deux années de suite. Manchester United sont au deuxième rang avec 4,1 milliards. Real Madrid, pas loin de 4,1. FC Barcelone. FC Barcelone sont quatrième. Les Yankees arrivent au cinquième, 4 milliards. Les Patriots, c'est next et ça continue. Il y a quand même 4 équipes de la NFL dans le top 10. C'est normal parce que les équipes de la NFL sont les plus riches. Ils ont les plus grands revenus. Mais ça coûte très cher. Bon, donc mon intérêt pour en parler, pour la pertinence pour les Québécois. Quand on parle des Nordiques éventuellement revenir à Québec, quand on parle des expos et un retour éventuel à Montréal, il faut comprendre que le prix d'entrée, d'admission, appelle-le ce que tu veux, ne s'en va pas en diminuant, Derek, d'année en année. C'est pas parce que tu as un paquet d'investisseurs, des gens qui ont beaucoup de sous, puis que tu as l'appui d'une ville, ou dans le cas de Québec, déjà un amphithéâtre construit, que la facture va stopper, ralentir, se stabiliser. Plus les équipes et les ligues génèrent des revenus, plus elles valent cher. Plus les réseaux et toutes les autres plateformes veulent dépenser sur ce produit-là, plus les équipes coûtent cher. Les propriétaires d'aujourd'hui sont prêts à investir des chèques en blanc, ne serait-ce que pour rentrer dans la fraternité des propriétaires de sport. Je pense au groupe de Magic Johnson qui avait acheté les Dodgers pour 2 milliards de dollars il y a déjà 6-7 ans. Quand je pense à M. Fertitta qui a acheté les Rockets de Houston l'automne dernier à 2,2 milliards, 2,2 milliards pour une équipe de la NBA, c'était du jamais vu. Oui. Qu'est-ce qui arrive, Derek, quand un gars paye 2,2? Toutes les équipes montent et le prix minimum d'entrée monte aussi. Alors, le baseball, les Rays valent 900 millions selon Forbes et ils sont les derniers au classement des ligues majeures. Et pas loin derrière les derniers, 28e ou 27e, sont les Marlins à 1 milliard plus. Je suis obligé de constater que M. Manfred n'acceptera pas rien de moins que au moins le prix des dernières équipes valorisées. Ça, c'est le prix de la franchise en dollars US. Et maintenant, on rajoute le stade. Justement, les Rays parlaient d'un stade la semaine dernière à Tampa, au coût de 892 millions US. 30 000 places, c'est pas très grand, Derek. C'est un peu ce qu'on visait à Montréal. Ouais. Bon, est-ce qu'on a des plans plus modestes? Peut-être. La facture totale va excéder 2 milliards de dollars. C'est sûr. On peut pas... On est rendu en haut de 2 milliards, facilement. On est rendu là. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Puis lorsque je regarde juste, par exemple, les Dodgers qui ont été achetés pour 2 milliards, bien, la valeur, selon Forbes, c'est rendu à 3, là. Exact. Fait que c'est pas des mauvais investissements. Non. Puis, mais tu sais, le monde aujourd'hui, en numérique, avec la technologie, je pense aux nouvelles cette semaine de Kylie Irving, la sœur à Kim Kardashian, Kylie Jenner, où son produit beauté féminin et la valeur boursière avait atteint 980 millions de dollars et dans sa jeune vingtaine. Tout se fait au niveau numérique, tout se fait sur le web, tout se fait avec les réseaux sociaux, mais les équipes sportives augmentent de valeur aussi à cause de tout ça. Ah ouais. Alors, quand une équipe comme les Yankees ont coûté 8,7 millions il y a 35 ans, et aujourd'hui, on valent 4 milliards, Derek. Je suis obligé d'admettre que c'est un bon investissement, les franchises de sport. Ray, ça a passé trop vite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Avec Très plaisir, intéressant. Derek. On va faire une pause. Nous autres, au retour, je vous mentionnais, les Alouettes quittent demain pour Calgary. Ils affrontent les Stampeders samedi. On a Christian Matt avec nous après ces messages.